Nous arrivons maintenant à la partie névralgique de cette formation. Vous l'aurez compris, il s'agit de la partie sur la déontologie, sur la réglementation en vigueur, sur la profession réglementée d'avocat. Qu'est-ce qu'un avocat a le droit de faire ou de ne pas faire en matière de communication? Alors, cette partie de la formation est dédiée à la démystification de tout ce qu'on a le droit de faire ou non, de ce qui est autorisé quand on est avocat et qu'on veut communiquer en ligne ou hors ligne d'ailleurs, dans les deux cas de figure. C'est souvent une matière qui est complexe et à la fois qui évolue avec le temps. Donc, quand bien même vous qui m'écoutez aurez des notions de cette déontologie et de la réglementation en termes de communication, c'est quelque chose qui évolue dans le temps en fonction de la technologie et des nouvelles opportunités qui s'offrent aux avocats, notamment également en termes de pratiques commerciales. Les informations qu'on va vous donner seront basées exclusivement sur les recommandations du Conseil national des barreaux qui clarifient les règles essentielles qui encadrent la communication des avocats en France, bien entendu. Alors, ça sera fondé à la fois sur le règlement intérieur national, le RIN, à la fois sur la CNIL, à la fois sur la réglementation générale de protection des données, à la fois notamment sur la DGCCRF et encore d'autres organes de contrôle qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et l'idée, c'est d'essayer d'être le plus clair possible en donnant la règle, en donnant éventuellement l'exception, et on terminera à la fin avec un quiz complet qui permettra d'aller un petit peu plus en profondeur sur des cas précis et concrets en termes de communication et de pratiques commerciales pour les avocats. Alors, la règle générale de ces recommandations déontologiques et réglementaires, c'est principalement d'équilibrer les opportunités offertes par les nouvelles technologies et les modernisations de pratiques pour les avocats, tout en conservant les valeurs profondes et fondamentales de cette profession. On va parcourir ce paysage réglementaire en différentes parties. On verra la publicité, les sollicitations personnalisées, la protection des données, les pratiques commerciales loyales et la communication numérique notamment. Commençons par la publicité et les communications d'avocats sur le cadre général. On l'a vu en introduction rapidement, un avocat peut absolument tout faire en termes de publicité et de communication, ou presque. Il y a quelques exceptions à cela, on verra tout à l'heure lesquelles précisément, mais la règle à retenir, c'est que l'avocat communique comme il le souhaite à partir du moment où l'information qu'il donne est factuelle et loyale et honnête, sincère, qu'elle respecte l'éthique de la profession. Il faut également éviter les propos racoleurs et il faut que les informations données soient absolument vérifiables. Ce sont les trois grands piliers qui permettent à l'avocat de communiquer en toute liberté, mais en toute déontologie. Concernant le support, on les verra en détail tout à l'heure. On va faire une liste quasi exhaustive, mais vous l'aurez compris, c'est tout support en ligne hors ligne, le site web professionnel, les réseaux sociaux, les brochures, les affiches, les tracts, le sponsoring éventuellement, le mécénat, les événements et les objets pubs, etc. On va faire une liste exhaustive juste après. Sur toute communication, l'avocat doit apposer des mentions qui sont obligatoires. En premier, c'est du bon sens, c'est son nom, éventuellement le nom de son cabinet si la structure le justifie, et le barreau d'appartenance. Ensuite, le domaine d'activité dominant. Et enfin, à minima, son adresse et ses moyens de contact, ses coordonnées. L'idée, c'est qu'on puisse toujours identifier clairement qui est l'avocat ou quelle est la structure de l'avocat ou du cabinet d'avocat, à quel barreau elle est rattachée et où est-ce qu'on la trouve, comment on peut la contacter. Les avocats sont également sujets à des obligations spécifiques en termes de communication et de publicité. On va en voir quelques-unes qui sont tirées directement du règlement intérieur national, article 10.2 et suivant jusqu'au 10.6. Premièrement, toutes les communications portant sur les spécialisations, qualifications ou domaines d'activité doivent être transmises sans délai au Conseil de l'ordre. Toute publicité également doit être transmise sans délai au Conseil de l'ordre. L'ouverture, la création d'un site internet ou toute modification substantielle de communication dans son site internet doit également être communiquée sans délai au Conseil de l'ordre. C'est une obligation. Également, sur les noms de domaine, un point très important, il est interdit d'utiliser des mentions génériques. L'avocat n'est pas libre de choisir le nom de domaine qu'il entend. Dans la pratique, ce qui est autorisé de faire, c'est d'utiliser son nom, donc le nom d'avocat ou son prénom plus son nom, précédé ou suivi de la mention avocat. Ça marche aussi avec le nom de cabinet. Si la structure juridique est un cabinet, on peut mettre le nom du cabinet et la mention avocat. Voilà la réglementation pour les noms de domaine, ce qui est très important pour son site internet, puisque le nom de domaine, c'est l'adresse du site internet. Il est également utilisé des
dénomination trop générique concernant la dénomination de son cabinet ou de sa structure juridique pour parler de ce même cabinet. On ne peut pas s'appeler le cabinet avocat spécialiste droit du travail ou le cabinet avocat droit du travail ou le cabinet avocat pénaliste. C'est absolument interdit pour les communications par le RIN. Concernant la publicité maintenant, particulièrement. Et alors, il faut savoir ce qu'on entend pour les avocats par le terme publicité. La publicité, c'est toutes les communications qui visent à promouvoir les services de l'avocat. Donc, c'est très générique. Ça à ne pas confondre avec les informations juridiques à caractère documentaire. Ce sont deux choses différentes. Parmi les listes de ce que peut inclure la publicité, voici la liste dont je vous parlais tout à l'heure. On a les tracts, les affiches, les films, les spots publicitaires notamment, la radio ou la télévision, Internet, évidemment, ou même les applications mobiles, le mécénat, le sponsoring, le networking, la participation aux événements, les objets publicitaires, les annuaires professionnels, de quelque sorte qu'elles soient spécialisées ou génériques, les plaques professionnelles, les cartes de visite, les flyers, les vitrines également, de communication qu'on peut mettre sur une enseigne, sur une vitrine, et la participation à des séminaires, conférences. Autre type de communication pour un avocat, la sollicitation personnalisée. Alors, du point de vue déontologique, qu'est-ce que c'est que la sollicitation personnalisée? C'est une communication qui constitue une offre de service adressée directement à une personne physique ou morale de manière ciblée. Alors, contrairement à la publicité, où on vient donner de l'information et essayer d'être visible, communiquer pour être visible et laisser les prospects, donc les clients potentiels, venir à nous pour nous contacter, là, c'est l'avocat ou la structure juridique qui est à l'initiative et qui contacte directement la personne de manière ciblée, que ce soit une personne physique ou morale. Voilà la différence entre la publicité qu'on vient de voir juste avant et la sollicitation personnalisée. Donc, c'est donc l'avocat qui propose de manière active ses services directement ciblés à une personne morale ou physique. Alors, c'est un des grands changements par rapport à la déontologie et aux lois par rapport à cette profession réglementée qui est que sont les professionnels du droit. En effet, tout démarchage à l'époque était interdit. Il y a une modification notamment du RID qui maintenant le permet à une exception. Donc, c'est strictement encadré par rapport aux trois piliers qu'on a vus tout à l'heure, notamment sur l'éthique professionnelle, sur l'information loyale, sincère, honnête, vérifiable. Mais également, il y a un type de démarchage qui est absolument interdit. C'est absolument strictement prohibé de faire du démarchage physique et du démarchage sur des terminaux téléphones type SMS ou MMS. C'est la seule forme de communication, de sollicitation personnalisée qui est absolument interdite pour un avocat. On verra qu'il y a des cas un petit peu entre deux. On verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, la règle principale est celle-là. Sinon, l'avocat est parfaitement en mesure de faire des sollicitations personnalisées par voie électronique ou par voie postale. Clairement, c'est un email ou une lettre postale qui peut être une newsletter format électronique ou format papier. Attention toutefois à se conformer à d'autres règles autres que la déontologie, notamment les règles de la CNIL et les fameuses RGPD. Dans ce type de communication, vous avez toujours l'obligation de vous identifier clairement, comme on l'a vu tout à l'heure. Qui êtes-vous et que faites-vous? Également, quelles sont vos coordonnées, où est-ce qu'on peut vous trouver, où se trouve votre cabinet et comment peut-on vous contacter? Vous devez également mentionner clairement quel est le processus de détermination des honoraires. Si possible, déterminer le coût estimatif des prestations. Donc, ça peut varier en fonction de votre manière de fonctionner avec les honoraires, mais de manière générale, il faut absolument donner à minima une tranche horaire ou un fonctionnement d'honoraires. Est-ce que vous travaillez au forfait? Est-ce que vous travaillez à l'heure pour le dossier pour lequel vous vous proposez vos services? Ça, c'est obligatoire. Et également, par la suite, ça doit donner lieu, si la personne en face est d'accord, à une convention d'honoraires. Bien entendu, toute sollicitation personnalisée doit requérir en amont le consentement explicite de la personne qui est concernée, morale ou physique. Et ce, que l'on soit en B2B ou en B2C, c'est-à-dire business to business, entre professionnels, ou business to consumer, entre professionnels et particuliers. Par exemple, on peut tout à fait imaginer possible une lettre postale envoyée à une entreprise locale pour présenter les services juridiques en droit des affaires que vous proposez et une estimation de vos tarifs, de vos honoraires. Par contre, il sera absolument impossible de faire un appel direct à un client potentiel pour lui proposer ses services. Attention, ce n'est pas le cas pour des clients avec lesquels vous avez déjà travaillé et là pour le cas pour lesquels vous pouvez proposer des services qui sont complémentaires à ceux que vous avez proposés précédemment. Ça, c'est autorisé. Vous pouvez les contacter directement en respectant les règles déontologiques et de loyauté et d'honnêteté qu'on a vu précédemment. Et également, c'est tout à fait logique que vous puissiez le faire pour des clients qui sont déjà chez vous, qui sont déjà clients de votre cabinet. Mais il est toujours requis d'avoir le consentement, bien sûr, de la personne ou de l'entreprise. En parlant
le consentement, justement, on va voir plus en profondeur de quoi il s'agit et on va parler de la protection des données personnelles avec la CNIL et les RGPD. Donc, qu'est-ce que c'est que la CNIL? La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le RGPD, c'est la réglementation générale de la protection des données. Ces deux organes sont étroitement liés. En effet, la CNIL, c'est l'autorité nationale qui va venir veiller à l'application du RGPD et des lois nationales en matière de protection des données personnelles. En tant qu'avocat ou cabinet d'avocat, vous avez forcément une relation avec vos clients ou avec des prospects et vous traitez donc des données à caractère personnel. Nom, prénom, coordonnées, poste, éventuellement, adresse, etc., etc. Vous devez donc avoir un responsable de traitement des données. En tout cas, c'est ce que la CNIL et les RGPD imposent. Donc, l'obligation générale, en tant que responsable de traitement des données, vous devez garantir absolument la confidentialité des données collectées pour vos clients, sur vos prospects et même sur vos collaborateurs. Donc, la confidentialité à la fois sur les supports électroniques, mais à la fois sur les supports physiques. Si vous avez une armoire où vous rangez les dossiers, par exemple, cette armoire doit être sécurisée et elle doit être fermée à minima à clé ou avec un code et ne doit pas être accessible. Ou alors, en tout cas, on doit savoir précisément qui a accès ou pourquoi. Sachant que les RGPD, je devrais dire plutôt le RGPD, puisque c'est le règlement, le RGPD impose de limiter le nombre de personnes qui a accès à une donnée au strict minimum, c'est-à-dire aux personnes qui doivent utiliser ces données absolument pour un intérêt légitime de l'entreprise. Également, on doit requérir le minimum d'informations qui permet de traiter une demande ou traiter les données. C'est ce que tend à faire le RGPD. Donc, c'est ce que doit vérifier le responsable de traitement des données dans une entreprise, dans un cabinet d'avocats. Également, on doit obtenir et conserver une trace du consentement clair et éclairé et explicite de la personne pour qui on retient ces données, on collecte ces données. Sur un site internet, il faudra absolument informer l'utilisateur des données qu'on va collecter sur lui, que ce soit pour du tracking, du web analytics par exemple, ou que ce soit lors d'un remplissage de formulaire pour une demande de contact ou autre, ou une simulation, ou que sais-je. On doit absolument l'informer de quelles données va-t-on collecter et quelles vont être la finalité des données et combien de temps on va conserver les données. Ça doit être absolument clair, compréhensible, facilement trouvable pour la personne de qui on va collecter les données. Donc il faut sur le site, à minima, une politique de confidentialité, une politique de cookies, si vous utilisez des cookies sur votre site internet, qui soit accessible et clairement définie. Également, vous devez avoir une bannière de cookies conforme. Donc si vous récoltez des cookies sur votre site internet, ce qui est le cas dans la très large majorité des cas, surtout si on veut faire ce qu'on a dit tout à l'heure, des optimisations pour le référencement, il nous faut récolter de la donnée, d'analyse web, le fameux Web Analytics, comme par exemple avec Google Analytics. Donc si vous utilisez ce type d'outil à minima, vous collectez des cookies et donc vous devez absolument informer les visiteurs de votre site internet via une bannière de cookies qui est réglementée, qui doit absolument recueillir le consentement et enregistrer le consentement ou le non-consentement de l'utilisateur. Également, vous devez proposer à tout instant des mécanismes simples et faciles à utiliser pour que les utilisateurs, les prospects, les clients, les personnes dont vous récoltez des informations, en tout cas, puissent avoir accès à leurs droits, c'est-à-dire puissent exercer leurs droits plutôt, c'est-à-dire qu'ils puissent accéder à leurs informations, les modifier, les supprimer, les rectifier. C'est encore plus vrai quand vous demandez l'inscription sur votre site internet ou sur un autre support à une newsletter. Vous devez absolument avoir des utilisateurs, ce qu'on appelle opt-in, qui sont d'accord pour recevoir vos communications et vous donner ces informations pour cela. Donc, il doit y avoir un consentement explicite sur le fait d'accepter de recevoir des communications commerciales de votre part. Concernant les moyens mis en œuvre pour la sécurité des données, vous devez en mettre un maximum, c'est-à-dire que sur les communications électroniques, vous devez absolument chiffrer les échanges sensibles. Typiquement, le cas tout à fait classique et quotidien, ce sont les échanges d'emails. Vos emails doivent être chiffrés de bout en bout. Ce que vous recevez et surtout ce que vous envoyez. Également, l'échange de documents avec vos clients doit être sécurisé et chiffré. Vous devez limiter l'accès aux données aux utilisateurs qui sont simplement concernés. Ça, on l'a vu tout à l'heure, notamment avec l'armoire, mais c'est le cas aussi sur les supports numériques, avec la gestion des rôles utilisateurs. On ne peut pas tous avoir le niveau d'information de l'administrateur, de celui qui a tous les droits de consultation des données. Il faut répartir les rôles et limiter l'accès au strict minimum aux personnes qui en ont besoin pour traiter le dossier seulement. Et également, si vous avez des solutions cloud, notamment pour stocker des fichiers ou pour échanger des fichiers avec le client, elles doivent être conformes au RGPD et sécurisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de suivre cette formation. Sachez que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter un expert de chez Digital Power directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.